Hello, bonjour à tous. Alors, merci d'être présente ce soir en direct et merci pour tous ceux qui vont nous rejoindre dans le replay. Alors, j'ai reçu quelques questionnements. Je vais dans un premier temps vous les lire et après on va y répondre, hein, d'accord? Alors, et si vous avez, alors sachez que ça enregistre euh, pour tout le monde. Donc, j'essaye de le mettre en intervenant de façon à. Oh, Voilà, Pépette, tu passes pas là-bas, c'est plus. voilà. Hop, j'ai mis en intervenant. Si vous avez des questionnements, soit vous pouvez m'interrompre, ceux qui n'hésitent pas, voilà, ou soit à la fin, comme vous avez envie. Donc, alors, j'ai un premier questionnement. Je me trouve dans une position où je n'ai peu ou pas d'élan vers rien. Et j'ai à la fois une forme d'écœurite, j'aime bien écœurite, aiguë, comme dans un entre-deux qui est un peu inconfortable. J'ai le sentiment d'avoir quitté un mode de fonctionnement sans avoir rien, qui s'est vraiment mis en marche et que rien ne me crée d'élan. Alors, alors là, tu décris quelque chose de très précis en fait. Peu ou pas d'élan, une forme d'écœurement aigu, un entre-deux inconfortable, un ancien mode quitté, en fait, mais rien de nouveau en marche. Et c'est très lucide, en fait. Ce que tu vis ressemble à une phase euh, de désactivation, on va dire ça comme ça. Quand un ancien mode de fonctionnement s'arrête, le système peut passer par une zone neutre, en fait. Et cette zone est souvent mal comprise. On croit que quelque chose ne va pas, on croit qu'on est en train de perdre l'élan, on croit qu'on devient apathique en fait, mais parfois, ce n'est pas une perte d'élan, c'est la fin d'un élan artificiel. L'ancien moteur ne fonctionne plus, on va dire comme ça. Mais le nouveau n'est pas encore visible. Donc, c'est cet entre-deux et dans cet intervalle, il peut y avoir de l'écœurement, une fatigue intérieure, un retrait, un vide apparent. Et l'écœurement est intéressant en fait. Il peut signaler que le système ne veut plus se nourrir de ce qui ne correspond plus en fait. Alors, ce n'est pas forcément un rejet de la vie, hein, c'est parfois un rejet d'un ancien rythme, et l'absence d'élan en fait. Alors c'est pas toujours un manque, hein. Parfois c'est une mise au repos en fait, hein, comme si quelque chose en toi disait je ne veux plus fonctionner comme avant, hein, mais je ne veux pas encore repartir en fait, hein. C'est un temps de recalibrage en fait, hein. La difficulté c'est que mentalement on veut déjà savoir vers quoi on va, hein. Ça c'est très humain, on veut déjà tout savoir. Mais le corps, lui, il peut avoir besoin de silence. Donc, c'est justement aussi là dans le collectif où plusieurs ont parlé d'entre-deux hein, déjà, hein, de repositionnement, de perte d'anciens appuis. Et chez toi, cela se manifeste par l'arrêt de l'élan, en fait. Et chez d'autres, par la fatigue, chez d'autres, par la tension, en fait. Mais le mouvement est similaire, en fait. C'est la fin d'un cycle interne, hein. Ce qui est important de voir, l'élan véritable ne vient pas de la volonté, hein. Il émerge quand l'ancien s'est vraiment déposé, en fait. Et parfois, le vide n'est pas une absence, c'est un espace en train de se préparer. Ce que tu décris ressemble à une mue qu'à un effondrement, en fait.
En fait, vous voyez comme ce témoignage vient encore confirmer dans la conscience collective un repositionnement, euh, un fin d'ancien fonctionnement, un entre-deux. On avance, hein. Avec tout ce qu'on reçoit, on avance, hein. Donc, et l'autre, point important aussi, c'est que ce que tu dis là, euh, c'est que je vis de profonds détachements relationnels. Je me rends compte que ce que je croyais être n'est pas, et ça se fait par un retrait intérieur et non par des actions extérieures. En premier, disons que l'extérieur suit, et trois relations comme ça en une semaine, c'est un gros choc. Et en même temps, ça passe correct, comme une évidence qui va de soi. Alors, c'est très bien. Merci à toi de ce témoignage. C'est très bien. Là, on entre dans quelque chose de plus profond encore. Ce que tu décris, hein, n'est pas seulement une absence d'élan, c'est une déconstruction identitaire relationnelle. C'est ce qu'on appelle parfois une petite mort. Non pas mourir en tant que personne, hein, bien sûr, mais mourir à une ancienne façon d'être. Et quand cela se fait avec l'évidence intérieure, hein, c'est souvent une naissance qui suit en fait. Une petite mort n'est pas une fin, c'est une mue en fait. Car tu dis quelque chose de très fort. Je vis de profonds détachements relationnels. Ce que je croyais être n'est pas. Cela se fait par un retrait intérieur. Trois relations en une semaine, c'est un gros choc. Et en même temps, ça passe comme une évidence. Ce que tu décris ressemble à une désidentification. Quand une structure intérieure change, les relations qui étaient basées sur l'ancienne structure se déplacent. Ce n'est pas que les personnes deviennent mauvaises, ce n'est pas que tu deviens froide, c'est que le point d'appui intérieur n'est plus le même. Et tu le dis très justement, ça ne commence pas par l'extérieur, ça commence par un retrait intérieur. Ce retrait n'est pas un rejet, c'est une réorganisation. Et parfois, quand l'identité change, les liens qui tenaient par habitude, par rôle, par attente, ne tiennent plus de la même façon. Le fait que cela arrive en série montre que le mouvement est profond, en fait. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tu dis gros choc. Et en même temps, ça passe comme une évidence. Cela montre que malgré l'impact, il y a une cohérence intérieure, hein. Ce n'est pas une rupture impulsive, c'est un alignement qui se révèle, hein. Le retrait intérieur précède souvent l'ajustement extérieur. Et quand cela se fait sans colère excessive, sans guerre, mais avec une force d'évidence, cela indique une transformation identitaire. Justement, plusieurs témoignages parlent de repositionnement. Chez certains, cela se manifeste dans le corps. Chez toi, cela se manifeste dans les liens. Mais le mouvement est le même. Ce que je croyais être se défait. Et ce n'est pas toujours confortable. Parce que cela touche l'appartenance, en fait. Quand l'identité se fissure, ce n'est pas la personne qui disparaît, c'est le personnage. Et ce qui reste n'a pas besoin de tenir des relations par peur. Il n'y a pas à forcer un lien qui ne correspond plus, mais il n'y a pas non plus à fuir, simplement voir. Observe la texture du retrait. Il y a un retrait qui ferme et un retrait qui ouvre. L'un durcit le contour, l'autre dissout doucement l'attachement. L'un coupe pour ne plus être touché et l'autre laisse tomber ce qui n'a plus à être tenu. Le détachement juste ne fait pas de bruit, il ne lutte pas, il ne se défend pas, il devient clair.
Et si le cœur reste souple, si la respiration circule, si la paix demeure en arrière-plan, alors le mouvement est sain, car la vraie liberté n'arrache rien, elle déleste. Et ce qui est vrai ne s'isole pas, il se simplifie. En fait, ce témoignage confirme une fin d'un ancien mode d'entre-deux, des identifications, un repositionnement. Le champ devient très clair. Et là, on peut voir que tout converge. Alors, voilà pour ce premier témoignage. Alors, j'ai un rêve que j'ai eu. Il y a quelques nuits, je me suis retrouvée enserrée entre quatre murs et j'ai cru que j'allais mourir. Les murs se rapprochaient et m'oppressaient. Au moment où il y avait presque plus d'espace et que la panique était pressante, je me suis dit, respire. Et alors les murs sont devenus tout souples et je me suis réveillée avec l'angoisse encore presque en moi, présente en moi. La nuit, il m'arrive d'être réveillée par une pression du larynx, ce qui me fait tousser beaucoup et je mets un certain temps à me rendormir. Et là, même la journée, je ressens une difficulté à respirer pleinement, comme si qu'un couvercle maintenait la cage thoracique afin qu'elle n'aille pas plus loin. Depuis quelques jours, une pression se fait sentir sur le devant de la tête. C'est présent sans pour autant nécessiter une prise dentalgique. Et ce matin, cela allait du front à mon œil droit. Voilà, mon corps passe par des sensations physiques spécifiques jusqu'aux nausées l'autre fois, après avoir regardé un film parlant de l'alcoolisme féminin. Alors, merci pour ton partage et ton rêve est très parlant en fait. Être enfermé entre quatre murs qui se rapprochent et ressentir l'oppression et croire que tu vas mourir, c'est une image très forte de compression intérieure. Et ce qui est très important, c'est que ce qui se passe au moment critique, au moment où l'espace disparaît, tu te dis, respire, et le mur devient souple. Et c'est capital. Cela montre que même dans l'angoisse, il y a une conscience qui sait. Le rêve ne parle pas forcément d'un danger extérieur, il parle d'une sensation de pression intérieure. Les murs peuvent symboliser des contraintes, des attentes, une ancienne structure, un enfermement mental, une peur de perdre l'espace. Hein. Et dans la respiration, et quand la respiration eh ben, revient, la structure perd sa rigidité. C'est exactement ce que tu vis aussi dans le corps. Voilà. Je fais le son là. Voilà. Alors, et tu parles de pression du larynx, une toux nocturne, difficulté à respirer pleinement, sensation de couvercle sur la cage thoracique, pression du front, de l'œil droit, nausée face à certains contenus émotionnels. On voit un axe très clair, la respiration, la gorge, la tête, la cage thoracique. C'est tout l'axe d'expression, respiration, pensée. Quand le système est sous tension, le corps peut se contracter comme dans le rêve. La nuit, le larynx qui se resserre, c'est souvent une activation du système nerveux. La journée, le couvercle sur la cage thoracique, c'est une respiration haute, retenue. Et la pression frontale,
peut être lié à une surcharge mentale ou émotionnelle. Alors, essayer de rester très concrète ici. Quand la respiration se bloque, le corps entre en alerte. C'est pas mystique, c'est physiologique. Mais ce qui est très intéressant, c'est que dans le rêve, tu as la clé. Respire et tout devient souple. Dans plusieurs témoignages qui parlent de compression, de sensation, d'étouffement, de pression, chez certains, cela passe par le plexus, chez d'autres par la gorge, chez toi, cela se manifeste par un rêve très explicite. Mais la réponse est la même. Retrouver l'espace. Quand une structure intérieure devient trop rigide, elle donne l'impression d'étouffer. La respiration donne du mouvement et ce qui était mûr devient souple. Tu vois, comme ton rêve est presque en fait pédagogique, il montre compression, conscience, respiration et assouplissement. C'est très cohérent avec l'énergie collective de transition en fait. Tu dis que les nausées sont apparues après avoir regardé un film sur l'alcoolisme féminin. Le corps réagit parfois très vite à ce qui touche aux zones sensibles, hein. La nausée est un signal de rejet, hein, comme si que quelque chose en toi disait je ne peux pas intégrer ça, c'est faux, je ne veux pas absorber cela. Alors, ce n'est pas forcément lié à une histoire personnelle directe. Parfois, certaines thématiques viennent activer des peurs, des mémoires collectives ou simplement une forte empathie en fait. Le corps, lui, ne fait pas la différence entre vécu direct et résonance profonde. Il réagit. Et là encore, on retrouve le thème de la pression et de l'assimilation, en fait. Quand quelque chose est difficile à digérer, le corps le montre, parce que la nausée, après un film, peut toucher des mémoires personnelles, des mémoires familiales, une identification euh, inconsciente ou simplement une surcharge émotionnelle. Il ne faut pas, on va dire, interpréter trop vite, ne cherche pas une explication cachée. La clé est déjà là, en fait. Euh, Ton système est sensible en ce moment et il réagit plus fort. C'est cohérent avec tout le reste de ton témoignage. Le corps ne dramatise pas, il informe. Et plus on l'écoute sans panique, plus il retrouve son équilibre. Alors, je vais prendre un autre témoignage. Alors, le calme ne reste pas très longtemps. Bon, bonjour Véronique, le calme ne reste pas très longtemps, malgré cette sensation d'accalmie, cette dernière semaine. Il y a un aspect de ma vie où ça s'embrase, la pression au travail s'intensifie, mon patron devient de plus en plus despotique, les augmentations de l'essence, donc la guerre en arrière-plan, ils sont pour beaucoup. Et je ressens que certains sont en train de partir en live, de perdre pied, de faire n'importe quoi. Je ne sais pas comment cette histoire va finir. J'ai juste envie de m'enfuir de là. Je ne sais pas si ça répond aux questions pour jeudi. Après une semaine de baisse d'énergie profonde, ça remonte cette semaine. Le sommeil est plus posé et plus réparateur. C'est vrai qu'en ce moment, c'est dur de revenir à soi. Ça percute de tous les côtés physiquement. Ça travaille dur au niveau de la tête, de la pression, comme si que le cerveau se remodelait, se reprogrammait constamment. Merci, belle fin de journée. Alors, merci pour ton message. Donc, tu décris quelque chose de très concret, en fait. Le calme ne dure pas.
il y a une accalmie, puis ça s'embrasse ailleurs, en fait. On voit bien ce mouvement de vague. D'un côté, une énergie qui remonte, un sommeil plus réparateur, et de l'autre, une pression au travail, le patron plus dur, le contexte économique et guerre en arrière-plan, un sentiment que certains perdent pied et envie de fuir. Alors, c'est important de distinguer deux plans, le plan intérieur et le plan extérieur. À l'intérieur, tu décris une amélioration, le, le, ouais, c'est ça, le sommeil, l'énergie. Et à l'extérieur, la pression augmente. Cela montre que ton système intérieur cherche un nouvel équilibre, mais l'environnement devient plus instable. Et quand l'extérieur devient imprévisible, le système nerveux se tend. Et c'est ça, ça arrive à tout le monde en ce moment. Hein. L'envie de s'enfuir est un réflexe biologique normal face à une pression chronique, en fait. C'est pas une faiblesse, c'est une réponse de survie. Tu vois, l'envie de fuir peut vouloir dire plusieurs choses différentes, en fait. Hein, quand tu dis j'ai envie de m'enfuir, c'est intéressant de regarder la qualité de cette envie, en fait. Est-ce une panique, un réflexe de survie immédiat? Ou est-ce un signal plus profond qui dit ma place ici est en train de changer? Parfois, l'envie de fuir n'est pas une fuite, c'est un mouvement d'autoprotection temporaire. Parfois, elle indique qu'un ajustement concret doit être envisagé. Et parfois encore, elle vient simplement d'un trop plein. Dans ce cas, ce n'est pas l'environnement qu'il faut quitter, mais la surcharge qu'il faut alléger. Mais ce qui est intéressant, c'est que malgré la pression, tu observes. Tu ne dis pas je suis perdu, tu dis ça percute de tous les côtés. Tu as conscience. La pression dans la tête, la sensation de remodelage peut simplement traduire une surcharge cognitive. Quand beaucoup d'informations contradictoires comme ça arrivent, le cerveau, bah, il travaille fort en fait. Hein. Il n'est pas en train de se reprogrammer mystiquement, il essaye de s'adapter. Euh, Plusieurs parlent d'entre-deux, de tension, de transition. Chez toi, cela se joue beaucoup dans le rapport au monde, le travail, le contexte global, le climat collectif. Hein. Nous traversons une période où l'environnement extérieur est instable. Et quand l'extérieur s'agite, le vrai travail devient bah, comment rester centré sans se couper, comment ne pas absorber la panique ambiante et comment ne pas devenir le chaos que l'on observe. Alors, tu peux poser quelque chose de très stable. Hein. Tu, tu ne peux pas contrôler ton patron. Tu ne peux pas arrêter les hausses des prix. Tu ne peux pas stabiliser le monde. Hein. Mais tu peux observer ton propre système. L'envie de fuir est une information. Elle indique que la pression dépasse ta zone de confort. La question n'est pas forcément fuir ou rester. La question est comment réorganiser ta place dans cet environnement. Alors, ne minimise pas la pression professionnelle, ne la spiritualise pas. Le stress chronique est un impact réel. Et s'il y a abus, il faut aussi regarder les solutions concrètes. Hein. Et pour revenir à ce que nous sommes, quand l'extérieur s'embrase, le vrai centre ne s'embrase pas, ne s'embrase jamais, ne bouge jamais. Les vagues montent, mais le fond ne bouge pas. Et peut-être que cette période nous demande justement cela, apprendre à ne pas devenir le tumulte que l'on traverse. Quand l'extérieur s'embrase, le vrai centre ne s'embrase pas. Alors, cela ne veut pas dire que nous ressentons rien. Hein.
Cela ne veut pas dire que nous devenons indifférents. Nous ressentons la peur, nous percevons la tension, nous voyons les conflits. Mais il y a une différence entre ressentir la vague et devenir la vague. En ce moment, beaucoup parlent de guerre, de tension mondiale, d'instabilité économique. Le système nerveux collectif est sous pression. Et quand le climat collectif est chargé, nos systèmes personnels réagissent et c'est normal. La peur circule, elle est contagieuse, mais ce que nous sommes profondément, n'est pas la peur. La peur traverse le corps. Elle contracte la respiration, elle accélère le cœur. Mais le fond, ce que j'appelle le centre, le cœur, ne s'embrasse pas. Le fond ne s'emballe pas. Il ne panique pas. Il observe. Et peut-être justement que cette période nous demande cela, ne pas nier ce qui se passe, ne pas se couper du monde, mais apprendre à ne pas devenir le tumulte que l'on traverse. Et c'est très concret. Quand tu lis une information oxygène, tu peux sentir ton corps se contracter. À ce moment-là, tu as deux options. Amplifier la contraction ou respirer et revenir au centre, au cœur. Chaque fois que tu reviens, tu stabilises ton propre système. Et un système stable n'amplifie pas la peur ambiante. Nous ne contrôlons pas le monde, mais nous participons au champ collectif. Et plus nous revenons à ce que nous sommes, plus nous cessons d'ajouter du feu au feu. Ce que nous sommes ne naît pas avec les conflits et ne disparaît pas avec eux. Les événements appartiennent au mouvement. Le centre appartient à l'être et l'être ne brûle pas. Voilà, j'espère que tu as touché le sujet aujourd'hui de la guerre, hein, qui est pour beaucoup aussi en suspens. Et c'est pour ça que c'est important de revenir à qui nous sommes. Et c'est que cette période, justement, est là pour ça, pour nous ramener à qui nous sommes, à l'intérieur. On va prendre un autre témoignage. Alors, Véro, voici mes deux rêves. Si cela te paraît trop compliqué ou trop perso pour en parler en groupe, tu verras bien, fais comme tu sens. Merci. Si tu comprends quelque chose à tout ça, merci beaucoup et à jeudi, bisous, bisous. Ok. Donc, ouais, j'ai lu les rêves, donc, alors, oui, donc, je vais en parler en groupe parce que c'est des très beaux rêves, en fait, très riches, et parce qu'ils ne sont pas seulement personnels, ils portent des archétypes collectifs très forts, en fait. Donc, le premier, le 9 mars 2026, vers 5 heures du matin. C'est tout précis. C'est génial. Je m'éclate toute seule. Je suis dans un petit bus, au fond, avec des personnes pour aller marcher. Et à un moment donné, on arrive, et là, je sors un paquet de chocolat noir, avec des orangettes, des carrés noirs et des bonbons à distribuer. Ça, c'est bon, ça. À un moment donné, à un moment, je donne à une femme qui s'appelle Renée, et elle en prend plusieurs. Alors, je lui dis, si tu en prends beaucoup, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. Et elle me dit, non, c'était pour choisir. Après, je vais à l'avant du bus et il y a une table basse avec des assiettes. J'en prends une et verse le contenu du sachet dans l'assiette. Et à ce moment-là, je lève les yeux et le plafond du bus est devenu arrondi très haut
est décorée comme une nef ou la coupole d'une basilique orthodoxe. Alors, ok, donc on va voir déjà le premier rêve. Donc le bus, le chocolat, la basilique, bah, le bus, c'est un espace collectif. Donc on est vraiment là dans le champ collectif, hein, dans la conscience collective. Donc c'est un mouvement partagé. On va marcher. Il y a une progression en fait. Tu es au fond, puis tu vas vers l'avant en fait. Déjà, il y a un déplacement intérieur. Le chocolat noir, les orangettes, les bonbons, le chocolat, c'est souvent lié au plaisir, hein, au cœur de la consolation, à l'énergie, hein. Le noir évoque quelque chose de profond, de mature, hein. Tu distribues, tu parles clairement de partage, tu nourris le groupe. La femme qui en prend beaucoup, elle teste, elle choisit, et toi tu régules pour que chacun ait sa part. C'est intéressant. Tu es dans une posture de don, mais aussi d'équilibre. Puis la scène bascule. Le plafond du bus devient arrondi, haut, comme une nef ou une coupole orthodoxe. Là, on change de niveau. Le bus, c'est un transport ordinaire, bah, devient basilique. Il devient un espace sacré. Qu'est-ce que ça veut dire? Bah, le quotidien se révèle sacré. Le collectif devient temple. Le simple partage devient une liturgie. C'est très cohérent avec ce que tu vis dans le groupe. Le rêve montre, tu nourris le collectif, ça régule, puis une révélation du sacré dans l'ordinaire. C'est magnifique. Merci à toi, dans ce champ collectif, de partager tout ça. Alors, le deuxième rêve. Au petit matin du 14 mars, je suis dans une pièce et Bernard est là, une amie passe par là, et comme elle n'arrive pas à rentrer chez elle, elle nous demande un café. Alors je suis ravie de la voir. Bernard me prend la tête avec l'utilisation de la machine à café, et après je me retrouve en balade avec elle et d'autres personnes. Et en marchant, on rencontre un jeune homme accompagné d'un lynx splendide. L'animal s'arrête près de moi et je parle avec lui d'âme à âme. À un moment, il y a agitation et le lynx est séparé de son maître. Et pour le rassurer, je le prends dans mes bras et le porte durant la marche un moment et je passe un moment tendre avec lui. Puis au bout d'un moment, son maître revient, il me regarde avec tendresse et retourne vers lui. Après, je suis avec cet, cet homme de nouveau en train de marcher et je laisse mon sac pour porter le lynx. Et quand l'homme me rejoint en souriant, il me tend mon sac. J'apprends ensuite que cet homme a été enterré quasi vivant durant un accident et est recouvert de terre rouge. De ce fait, il a développé une maladie. Pour se sauver, il a dû passer une main depuis son tombeau de terre et il a été sauvé. Pour le soigner, il faut que j'aille en Inde, trouver une lama tibétaine qui peut le guérir. Me voilà partie en Inde avec lui et à un moment, je laisse tout le monde et descends dans un chemin boueux avec un ciel bas pour aller chercher quelqu'un au bout du chemin. Là, tout est lumineux. Le ciel, l'air, tout est clair. Et j'arrive dans un endroit où on me fouille. C'est un groupe de jeunes sympas qui finalement me disent qu'ils vont m'aider. Deux d'entre eux se détachent du groupe pour chanter leurs prières et leur chant en hébreu. Et je me mets à danser avec eux et après je pars avec eux pour trouver mon lama. Voilà Véro. Donc là, on entre dans quelque chose de plus initiatique, hein, le lynx, l'homme enterré, l'Inde. Alors, ok. Donc, la machine à café et Bernard qui prend la tête. On est dans le quotidien, un peu pesant. Puis tu pars marcher.
Et là apparaît le lynx. Le lynx est un symbole très puissant en fait, hein. L'intuition, la vision pressante, le mystère, l'animal sauvage, mais noble, hein. Il vient vers toi, tu communiques d'âme à âme, tu le portes et tu passes un moment tendre. Donc tu laisses ton sac pour le porter et le maître te rend ton sac. Ça parle d'équilibre. Tu portes l'instinct, mais tu ne perds pas ta structure. Puis on apprend que l'homme a été enterré vivant sous la terre rouge. Symboliquement, c'est énorme. La terre rouge, c'est la matière, l'incarnation, le trauma archaïque en fait. Hein, enterré vivant, c'est l'expérience d'étouffement, l'oppression, la mort symbolique. Mais il a réussi à passer une main, il a été sauvé. C'est une résurrection. Pour guérir, il faut aller en Inde, chercher un lama tibétain. L'Inde, c'est égal à une quête spirituelle profonde. Et le lama, ben, c'est un guide, une sagesse. Puis tu descends dans un chemin boueux, le ciel est bas et soudain, tu vois la lumière. C'est une transition très claire. Descendre dans l'ombre, le passage, la lumière. Et les jeunes qui chantent en hébreu, bah, l'hébreu, c'est la langue ancienne, sacrée. Et le chant, c'est la vibration. Et la danse, c'est l'intégration. On est dans une unification des traditions. Hein. Dans le rêve premier, tu avais l'orthodoxe, là tu as les tibétains et l'hébreu. C'est très symbolique. Ça parle d'unification intérieure des voix. Les deux rêves parlent de nourrir le collectif. Donc là, on est encore dans la conscience collective. On nourrit le collectif, c'est magnifique. Hein. Les passages, ça s'ouvre, ça se fait. Tu révèles le sacré dans le quotidien. Hein. Tu portes l'instinct sans perdre l'équilibre. Tu, euh, ouais, tu as une résurrection après compréhension et tu as une traversée boueuse vers la lumière et l'unification spirituelle. C'est pas, c'est pas trop personnel, c'est archétypal, en fait. Les murs qui se resserrent, l'homme enterré, la terre rouge, puis la main qui sort, le lynx, la basilique. On meurt à une ancienne structure, là. On renaît à plus vaste. Hein? Tu es dans l'un, là. Et ce qui était bus devient cathédrale. Alors, quand on écoute tous vos témoignages, on pourrait croire que chacun vit quelque chose de personnel. C'est vrai. Mais il y a aussi un autre niveau. Nous sommes en interaction constante, pas seulement socialement, mais vibratoirement. Hein. Ce que nous ressentons, ce que nous pensons, ce que nous stabilisons intérieurement, cela participe à un champ plus large. Nous recevons le climat collectif, l'agitation, les peurs, les tensions, mais nous émettons aussi. Quand une personne retrouve son centre, cela ne reste pas enfermé en elle. Quand quelqu'un traverse une petite mort sans se crisper, hein, cela ouvre un passage dans le champ collectif. Hein, c'est ce que j'expliquais avant, hein, avant qu'on mette l'enregistrement. Et quand quelqu'un choisit de respirer au lieu de paniquer, cela change quelque chose au-delà de lui. Nous sommes pour eux dans les deux sens. Ce que nous absorbons nous influence et ce que nous transformons influence le champ collectif. Ce n'est pas magique, c'est simplement que nous sommes des systèmes ouverts. Nos systèmes nerveux se régulent les uns avec les autres. La peur circule, mais l'apaisement circule aussi. Et dans une période de transition collective, chacun stabilise individuellement et ça devient précieux. La conscience n'est pas fragmentée. Ce que nous appelons mon vécu
n'est qu'une expression locale d'un mouvement plus vaste. Et plus nous devenons conscients, plus nous cessons d'amplifier la peur, plus nous devenons des points de stabilisation, parce que tout cela parle d'un système collectif sous tension. Nous ne vivons pas seuls ce que nous traversons. Nous recevons le climat du monde, les tensions, les peurs, les incertitudes, mais nous ne faisons pas que recevoir, nous transmettons aussi. Quand nous contractons cela, contracte le champ. Quand nous respirons, cela ouvre. Euh, quand nous retrouvons notre centre, cela stabilise autour de nous. C'est très simple. Nous participons au mouvement collectif. C'est en théorie, c'est pas en théorie, c'est notre état. Et si nous revenons à ce que nous sommes profondément, nous ne sommes pas le tumulte, nous ne sommes pas la vague, nous sommes l'espace dans lequel la vague apparaît. Et puis, nous reconnaissons cela. Et plus nous cessons d'amplifier la peur, plus nous devenons des points de clarté. Alors, voilà pour ces deux rêves. Euh, alors, un autre témoignage. Mes questionnements. Alors, mes questionnements. Des crampes musculaires et aux articulations, ainsi qu'au niveau des doigts, douleur à l'épaule gauche, difficulté à lever le bras, la capsulite héréditaire, ma mère et ma sœur l'avaient également. D'autre part, un rêve où j'étais avec des personnes agréables, où l'ambiance était très conviviale et chaleureuse. Merci Véronique, avec tout mon cœur. Alors, merci pour ton témoignage. Alors, ton corps parle avec beaucoup de finesse. Là. Les crampes, les articulations, l'épaule gauche qui se fige, c'est comme si quelque chose retenait un mouvement là. L'épaule porte, elle soutient, elle accompagne les élans. Et quand elle se bloque, en fait, cela peut parfois dire, je ne veux plus porter de la même manière. Je ne veux plus me tendre comme avant. Le côté gauche touche souvent la mémoire, le féminin, la lignée, en fait. Tu dis que ta mère et ta sœur ont traversé la même chose. Il y a là comme une empreinte transmise, mais une empreinte n'est pas une fatalité. Une empreinte n'est pas une fatalité. L'hérédité n'est pas une contamination, c'est pas une condamnation, c'est un terrain seulement. Mais ta manière dont tu vis l'attention, tu la regardes, dont tu la traverses, ne t'appartient qu'à toi. Ce n'est pas parce qu'un schéma est transmis qu'il doit se vivre de la même façon. Peut-être que ton corps ne répète pas seulement une histoire, peut-être qu'il la transforme. La capsulite fige, elle ralentit, elle oblige à habiter le mouvement autrement. Parfois, ce que nous sommes plus profondément ralentit le geste pour que le cœur ajuste sa direction. Et ce qui est très beau, c'est ton rêve. Une ambiance chaleureuse, conviviale, paisible, alors que le corps se contracte, l'intérieur montre de la douceur. Eh bien, cela signifie que ton cœur n'est pas fermé. Il y a de la chaleur en toi, il y a du lien, il y a du vivant. Et parfois, le corps traverse une tension pendant que l'être, lui, s'ouvre. Nous ne sommes pas uniquement ceux qui se bloquent, nous sommes aussi l'espace dans lequel le blocage apparaît.
Et cet espace, lui, reste vaste. Alors, effectivement, plusieurs d'entre vous parlent de tension corporelle, mais en parallèle, beaucoup décrivent aussi des espaces de douceur. Cela montre que la transformation ne se fait pas uniquement dans la lutte. Parfois, le corps ajuste pendant que le cœur reste ouvert. Alors, hop, hop, hop. Salut Véronique, je te parle d'un rêve. J'étais moi-même, mais dans une autre époque. Je vagabondais dans le monde entier en tant que combattant, professeur, etc. J'y ai rencontré des rois, des souverains, des personnes de talent et d'exception. Je les côtoyais amicalement, des liens profonds et éternels. Mais même en expérimentant toutes ces merveilles, ces joies partagées avec autrui, j'étais dans un désespoir profond. Même en faisant le tour du monde, je ne retrouverai jamais l'amour. Et le lien qu'il y a entre Lionel, maman et moi, ça montre que j'ai l'ultimement peur de les perdre dans le physique, le mental. La seule différence, c'est que dans le rêve, j'avais accepté cette réalité. Et pourtant, ce fardeau, à chaque instant, j'espère pouvoir transmuter tout ça grâce à ton aide. Alors, là, il y a plein de choses. C'est un rêve très beau, déjà, hein. Donc, il parle de catastrophe, il parle de la valeur du lien, et ça, c'est précieux. Alors, merci pour ton partage. Ton rêve est très puissant, en fait. Tu es dans une autre époque. Tu voyages, tu rencontres des rois, des personnes d'exception. Tu es forte, combattante, professeur. Tu vis des expériences extraordinaires. Et pourtant, malgré toutes ces merveilles, il y a un désespoir profond. Parce que rien ne remplace le lien entre Lionel, ta maman et toi. Ce rêve est très clair. Il montre que même si tu devenais immense dans le monde, même si tu explorais tout, ce qui compte pour toi, c'est l'amour. Mais il montre aussi quelque chose d'autre, la peur de perdre physiquement ce que tu aimes. Alors tu l'as très bien identifié, c'est le mental qui anticipe la perte en fait. Et dans le rêve, tu acceptes cette réalité, tu portes ce fardeau. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas une panique, c'est une tristesse profonde liée à l'impermanence. Et là, on touche quelque chose de très universel. Tout ce qui est incarné est fragile. Le mental veut sécurité, sécuriser. Il veut que ça ne change pas. Il veut que l'amour soit garanti dans le temps. Ben, l'amour n'est pas garanti dans la forme. Et c'est précisément ce qui vient, ce qui rend le lien si précieux. La peur de perdre est souvent le reflet de la profondeur de l'attachement. Mais il y a une différence entre aimer et s'agripper. L'amour est vivant, l'attachement est inquiet. Ton rêve euh, montre une grande maturité. Tu reconnais la peur, tu ne l'animes pas. Et aussi, tu parles de transmutation. Alors, transmuter ne veut pas dire supprimer la peur, hein. Cela veut dire apprendre à aimer sans vouloir figer, hein. Comme beaucoup en ce moment ressentent la fragilité du monde. Et quand le monde paraît instable, la peur de perdre ce qu'on aime remonte. Et ce n'est pas faible, c'est profondément humain. L'amour que tu ressens ne dépend pas uniquement du corps. Les formes changent, les époques passent, les rôles se transforment.
Mais ce qui relie véritablement ne nie pas, ne naît pas avec la forme et ne meurt pas avec elle. Le mental a peur de perdre. L'être, lui, ne perd rien. Tu n'as rien à forcer. La peur se traverse par la présence. Et l'amour que tu portes est déjà plus vaste que ce que le mental imagine, car il parle de deux formes d'amour. Il y a l'amour dans la forme, hein, celui que tu vis avec Lionel, avec ta maman. Les regards, les gestes, la présence physique, les souvenirs partagés, hein, ce que tout le monde peut vivre, cet amour dans la matière, hein. Cet amour-là est précieux, il est incarné, il est vivant. Et oui, il est fragile dans le temps. Et puis, il y a un amour qui ne dépend pas de la présence physique, un amour qui ne commence pas avec une naissance et ne s'arrête pas avec une disparition, un amour qui est une qualité d'être. Je vais te donner un exemple simple. Quand tu penses à quelqu'un que tu aimes profondément, même s'il n'est pas là, l'amour est présent. Il ne disparaît pas parce que la personne n'est pas devant toi. La forme change, mais l'amour ne manque pas. Ce que ton rêve montre, c'est la peur de perdre la forme. Mais dans ce que tu es profondément, il n'y a pas de manque d'amour. Parce que l'amour n'est pas quelque chose que l'on reçoit seulement, c'est quelque chose que l'on est. L'amour conditionnel dit je t'aime tant que tu es là. L'amour inconditionnel dit je suis amour et rien ne peut me le retirer. Cela ne veut pas dire que la perte ne fait pas mal. Cela veut dire que l'essence du lien ne disparaît pas. Dans ton rêve, tu traverses le désespoir, mais tu es toujours capable d'aimer. Et cela, c'est très grand. Dans ce que tu es en toute éternité, tu ne manques pas d'amour. Tu es cet amour. Et ce que tu aimes chez l'autre est le reflet de cela. Alors, je vais prendre un autre témoignage. Alors, ok. Véronique, j'aime ton concept question éclairage collectif. Merci de nous donner la chance de partager ainsi. Ça fait longtemps que je ressens le goût de travailler sur une ferme. J'ai rencontré une dame extraordinaire avec beaucoup de connaissances pour la culture biologique. Elle a 82 ans et opère toujours sa ferme. J'ai commencé à faire du bénévolat et elle m'apprend comment gérer une ferme de culture et les tâches à faire. Nous avons pris une entente que je sois son apprenti. J'aime beaucoup apprendre et j'ai pris la décision de prendre un cours d'herboristerie à distance. Avec la ferme, cela me donne la chance de pouvoir cultiver et travailler avec les plantes médicinales. Je vois que tout s'aligne pour le mieux. Pour moi, c'est une décision assez récente. Je trouve que je me lance dans une grosse aventure. C'est un nouveau vocabulaire pour moi et tant de choses à apprendre. Ça fait quelques fois que des personnes me disent que j'ai déjà soigné avec les plantes et que ce serait un retour. Pour moi, le voile est encore bien là car je n'ai pas encore, pour le moment, cet éveil. Si possible, j'aimerais avoir ton impression, ce que tu ressens à ce sujet. Je demeure sur l'île de Vancouver et j'ai 9 heures de décalage. Je serai probablement à la ferme, mais je pourrais écouter la rediffusion.
Alors, je vous souhaite une belle rencontre. Merci. Alors, alors merci pour ce très beau témoignage et très différent des autres, en fait. Là, on est dans l'élan, pas dans la contraction. Ton message apporte une autre couleur dans le chant, en fait. Là où certains parlent de compression, toi, tu parles d'élan. Tu décris quelque chose de très concret. Une ferme, une femme de 82 ans qui transmet son savoir, un apprentissage, l'herboristerie, la terre, les plantes. C'est profondément enraciné. Et c'est intéressant parce que dans un mois où beaucoup parlent de transition intérieure, toi, tu passes par la matière, la terre, les mains, les cycles naturels. C'est pas une fuite spirituelle, c'est une incarnation. Tu dis que tout semble s'aligner. Et quand les choses s'alignent sans forcer, cela indique souvent que le mouvement est juste. Ce n'est pas spectaculaire, ce n'est pas mystique, c'est fluide. Et concernant ce que certaines personnes te disent que tu aurais déjà soigné avec les plantes, il n'est pas nécessaire d'aller chercher un passé caché pour légitimer ton élan présent, hein. Parfois, nous ressentons une attirance profonde pour quelque chose, non pas parce que euh, nous l'avons déjà fait ailleurs, mais parce que cela correspond à notre nature dans le maintenant. Et le voile dont tu parles, il n'y a peut-être pas de voile à lever, il y a simplement un apprentissage à vivre. Tu n'as pas besoin d'un éveil spectaculaire pour être légitime. L'amour des plantes, la patience d'apprendre, la transmission d'une femme de 82 ans, c'est déjà immense. Alors, ce qui me touche dans ton témoignage, c'est la fluidité. Tu rencontres cette femme, tu apprends, tu t'engages, tu prends un cours, tu te sens vivante. Tout semble s'aligner naturellement. Et puis à un moment, le mental revient. Boum. Ouais. Est-ce que j'ai déjà fait ça avant? Est-ce que c'est un retour? Pourquoi je n'ai pas encore cet éveil? Tu vois, le mouvement est simple, mais le mental cherche une explication plus grande, comme s'il fallait justement l'élan que par quelque chose d'extraordinaire, alors que ce que tu vis est déjà juste. Parfois, quand quelque chose est fluide, nous avons du mal à lui faire confiance. Nous cherchons une preuve, mais la preuve, c'est la paix que tu ressens en le faisant. Tu n'as pas besoin d'un passé mystique pour légitimer ton présent. L'élan suffit. Quand quelque chose est juste, ça ne fait pas de bruit, ça s'installe. Et là, tu es en train de t'installer dans quelque chose, pas en t'envolant, en t'enracinant. Et c'est intéressant parce que beaucoup parlent de perte d'élan et toi, tu parles d'un élan qui naît. Mais on voit que le mental peut encore venir limiter ce mouvement, en fait, en demandant une confirmation. Incroyable. L'apprentissage est peut-être simplement celui-ci, faire confiance à la simplicité. Ce que tu es n'a pas besoin de se rappeler pour être vrai. Il n'y a pas de voile à lever, il y a une saison à vivre et la plante pousse, même si elle ne connaît pas son histoire. On voit ici une autre facette du mouvement actuel. Pour certains, le mois de mars contracte, pour d'autres, il plante, il met des racines. Et dans les deux cas, il s'agit de revenir à l'essentiel,
Travailler avec les plantes, c'est travailler avec le rythme. Les plantes ne forcent pas, elles poussent quand la saison est juste. Peut-être que ce projet n'est pas un retour en arrière, peut-être que c'est un alignement présent. Et ce que tu es profondément ne dépend pas de savoir si tu l'as déjà fait dans une autre vie. Ce que tu es se révèle maintenant. Il n'y a pas de vocation grandiose à chercher. Il y a la simplicité d'un mouvement juste. Et dans la terre, dans la patience, dans la transmission, il y a déjà le sacré. Alors, alors, un autre témoignage. Bonjour Véronique. Alors, cette nuit, j'ai fait un rêve un peu bizarre. Je m'endormais dans la rue et quand je me suis réveillée, je n'avais plus mon sac. Je marchais sans savoir où aller. Après, j'étais dans un hôpital pour faire une fibro. Je ne comprenais pas car je l'avais déjà passé. On me menait dans la salle en fauteuil roulant et je me suis retrouvée en Espagne, près de la mer. Il y avait une très grande église. J'avais une photo de Jésus avec moi. Je regardais les immeubles et tout à coup, un immeuble s'est effondré, comme s'il y avait, comme si qu'il avait implosé de l'intérieur. Les gens pleuraient autour de moi et puis je me suis réveillée. Je me sentais pas très bien, étrange, étrange. Voilà, si tu peux le décrypter, je te remercie. Ce soir, je ne serai pas dispo pour le direct. Je t'embrasse. Voilà. Merci, là aussi, c'est très riche. Ton rêve n'est pas bizarre. Il est très cohérent avec ce que beaucoup traversent en ce moment. D'abord, tu t'endors dans la rue. Tu te réveilles, ton sac a disparu. Le sac, symboliquement, c'est souvent ce que l'on porte. L'identité, les repères, la sécurité, les ressources. Se réveiller sans sac, c'est se retrouver sans ses repères habituels. Habituels. Ensuite, tu marches sans savoir où aller. C'est exactement le thème de l'entre-deux dont nous parlons depuis le début. L'ancien repère n'est plus là. Le nouveau n'est pas encore clair. Plus tu te retrouves à l'hôpital pour passer une fibro, alors que tu l'as déjà faite. Là, on touche quelque chose d'intéressant. Le passage par l'hôpital et cette fibro que tu as déjà passée, c'est comme si quelque chose en toi demandait à être revisité. Pas forcément médicalement, mais intérieurement. Comme si qu'une exploration ne s'était pas arrêtée à la première lecture. En fait, parfois on croit avoir déjà traversé quelque chose et pourtant une couche plus profonde demande encore à être vue. Ce n'est pas refaire en arrière, c'est aller plus en profondeur. Et le fait d'être en fauteuil roulant, cela peut traduire une sensation de ne pas être aux commandes, d'être porté par un mouvement plus grand que soi, comme si que la vie te disait laisse-toi conduire. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un lâcher de contrôle. Et dans les phrases de transition, on peut avoir cette impression d'être emmené plutôt que d'emmener. Et ensuite, changement de décor. Tu es en Espagne, près de la mer, il y a une grande église et la photo de Jésus. Eh bien, la mer, c'est souvent l'inconscient. L'église, le spirituel, la foi, le refuge, et puis l'immeuble qui implose de l'intérieur, ça c'est très parlant. Ce n'est pas une destruction extérieure, c'est une implosion interne, comme une structure qui ne tient plus. Et les gens pleurent. Cela peut
représenter la peur collective, la peur de voir les structures s'effondrer. Mais toi, tu observes, tu n'es pas sous les décombres, tu es témoin. Beaucoup ressentent en ce moment que certaines structures s'effondrent dans le monde, dans les institutions, dans les repères personnels. Mais ce qui s'effondre est ce qui était construit sur quelque chose de fragile. Et l'effondrement intérieur n'est pas toujours négatif, il libère. Tu dis que tu ne te sentais pas très bien au réveil. Ce rêve peut simplement refléter une période où des repères intérieurs se transforment. Ce n'est pas une annonce, ce n'est pas un danger, c'est une image du changement. Les immeubles peuvent tomber, les sacs peuvent disparaître, les structures peuvent imploser, mais ceux qui regardent tout cela ne tombent pas. Et c'est peut-être cela que le rêve montre. Même au milieu d'un effondrement, il y a une conscience qui reste debout, qui ne bouge jamais. Et c'est ce que tu as vu. Alors, un autre. Coucou Véronique, j'ai juste rêvé que j'étais avec mon ex. Je suis allée prendre une douche qui était en commun avec plein de gens, comme une auberge de jeunesse, mais la douche était transparente. Quand j'ai voulu me laver, des vêtements apparaissaient. Je les retirais pour me savonner, mais ils réapparaissaient à chaque fois. Et sinon, un autre rêve, comme si j'étais une période du Moyen Âge dans une taverne où c'était sale et très peu de nourriture. Voilà, bisous. Alors, merci pour ça, pour tes deux rêves. Là aussi, c'est très parlant. Ton rêve est très clair, hein, symboliquement, hein. Tu es avec ton ex, cela ne parle pas forcément de lui en tant que personne, hein, mais de ce que cette relation représente encore en toi. Ensuite, tu vas te doucher. La douche, c'est un symbole très fort, hein. Euh, c'est le nettoyage, la purification, le désir de se libérer de quelque chose. Mais la douche est transparente, elle est en commun, il y a du regard. Cela peut indiquer une difficulté à se sentir totalement libre, totalement intime avec toi-même. Et quand tu veux te laver, des vêtements apparaissent. Tu les enlèves, ils réapparaissent. Ça, c'est très parlant. Les vêtements représentent souvent les rôles, les protections, les identités. Tu essaies de te mettre à nu, de te libérer, de te nettoyer, mais quelque chose remet une couche. Comme si qu'une part de toi n'était pas encore totalement prête à se montrer sans protection. Alors ce n'est pas négatif, c'est un processus. Puis le deuxième rêve, le Moyen Âge, la taverne sale, peu de nourriture. Le Moyen Âge symbolise souvent des mémoires anciennes, archaïques, hein, des fonctionnements de survie en fait. La saleté et le manque de nourriture peuvent représenter un sentiment de pauvreté émotionnelle ou une période où tu t'es senti en manque. Ces deux rêves ensemble parlent de cela, en fait. Une part de toi veut se nettoyer, se libérer d'un ancien lien, mais une autre part porte encore des mémoires plus anciennes, plus rustiques, plus dures, en fait. Ce qui est intéressant, c'est que dans les deux rêves, il y a un thème commun, l'ancien, l'ancienne relation, l'ancienne époque, l'ancienne structure. Et on voit bien que Mars travaille cela, en fait. Ce qui doit être lavé, ce qui doit être vu, ce qui doit être quitté.
Mais cela se fait par couche. On enlève un vêtement, puis un autre apparaît. Et c'est normal. Se mettre à nu intérieurement ne se fait pas d'un coup. L'être profond n'a pas besoin de protection. Mais la personnalité, elle apprend à se sentir en sécurité. Et cela prend du temps. Alors, ok, là j'ai un autre. Bonjour Véronique, je me sens comme sur un tremplin d'où j'ai envie de m'élancer et que mes habitudes freinent par paresse, peur, culpabilité. Mon âme le réclame à corps et à cri. Mon enfant intérieur souhaite rayonner et il est sans arrêt ramené au placard, trop tôt, trop tard. Lâché, je le sais, je le fais. Je sens être trop impatiente, mes protections égaux s'effritant, peur de me lancer dans le vide, peur de même de m'aimer telle que je suis, d'être douce avec moi-même, peur de ma lumière. Je ferme les yeux et je respire, tout va mieux. Alors merci. Alors c'est un très beau message, très conscient, très lucide. Tu n'es pas en contraction, tu es au seuil. Ce que tu décris est très juste. Tu ne parles pas d'un effondrement, tu parles d'un tremplin. C'est différent. Tu sens l'élan, tu sens que quelque chose en toi veut s'élancer et en même temps les habitudes freinent, apparaissent la peur, la culpabilité. Mais regarde bien, si ton âme le réclame à corps et à cri, ce que tu dis, cela veut dire que le mouvement est déjà là. Ce qui freine n'est pas ton être profond, ce sont des mécanismes anciens. Tu poses des questions très fines, peur de me lancer dans le vide, peur de m'aimer tel que je suis, peur d'être douce avec moi-même, peur de ma lumière. Souvent au seuil d'un nouveau positionnement, ce n'est pas la peur de tomber qui apparaît, c'est la peur d'assumer qui l'on est. Parce que s'élancer, ce n'est pas sauter dans le vide, c'est sortir du rôle familier. Et parfois, le rôle familier, même inconfortable et rassurant. Quand les protections de l'ego s'effritent, il peut y avoir un moment d'instabilité, comme si que l'armure tombait et que la peau était à vif. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas prête. Cela veut dire que tu es en train de retirer les couches. Et tu dis quelque chose de très important. Je ferme les yeux et je respire. Tout va mieux. Cela montre que ton centre est déjà stable. Le tremplin n'est pas dangereux. Il est simplement nouveau. Ce témoignage vient équilibrer tous les autres. Certains se sentent dans l'effondrement, d'autres dans l'entre-deux. Et toi, tu es dans l'élan retenu. Mais le thème reste le même, un repositionnement. Mars nous pousse à quitter une ancienne posture et cela peut créer soit de la contraction, soit un désir d'expansion. Il n'y a pas de vide. Le mental appelle cela vide. Mais ce que tu es ne tombe pas. Ce que tu es ne saute pas. Il se révèle. La peur appartient à la structure qui disparaît. La lumière n'a pas peur d'elle-même. Et quand tu respires, tu le sais déjà. C'est un très beau message pour clôturer. Il montre que le chant ne va pas vers la chute, il va vers l'émergence. Alors, moi, ce que je pourrais vous dire en conclusion par rapport à tous vos messages, c'est quand j'écoute l'ensemble de vos témoignages, ce qui me vient, c'est à quel point, sous des formes différentes, vous traversez un même mouvement. Certains
parlent de pression dans la tête, dans la gorge, dans la cage thoracique. D'autres décrivent des douleurs dans les articulations, les épaules qui se figent, des crampes, de la fatigue. Ouais. Et il y a il y a chez plusieurs cette sensation de compression, comme si quelque chose se resserrait. Et en même temps, il y a aussi des rêves très forts, des images de murs qui se rapprochent, de terre qui recouvre des petites morts intérieures. Certains parlent d'un entre-deux, d'un manque d'élan, d'un ancien mode de fonctionnement qui ne tient plus. D'autres ressentent une pression extérieure, le travail, le monde, la guerre en arrière-plan. Et puis, au milieu de tout cela, il y a aussi de la douceur, des rêves chaleureux, des moments de paix, un cœur qui reste ouvert, une capacité à respirer malgré la tension. C'est ça qui est très intéressant. C'est pas, ce n'est pas un effondrement, ce n'est pas un chaos, c'est un repositionnement. Ce que je vois, c'est que quelque chose en nous ne veut plus fonctionner comme avant, avec ses anciennes identités, ses anciennes manières de porter, ses anciennes relations, ses anciennes sécurités. Et quand une structure intérieure commence à se transformer, cela ne se fait pas dans le confort. Cela peut passer par le corps, par la pression, par la fatigue, par le doute. Et oui, cela peut passer par un entre-deux, par une absence d'élan, par la sensation que l'ancien est parti, mais que le nouveau n'est pas encore visible. Et ce moment-là est souvent inconfortable, parce que le mental aime les repères. Il aime savoir où il va, il aime stabiliser. Mais Mars ne nous demande pas de stabiliser à l'extérieur, il nous demande de stabiliser à l'intérieur. Et c'est très différent. Ce mois met en lumière nos points d'attachement, nos zones de contraction, nos peurs de perdre, nos pressions héritées. Mais en même temps, il révèle aussi notre capacité à respirer au cœur de cela. Plusieurs d'entre vous ont montré quelque chose de très précieux. Malgré la tension, le cœur reste ouvert. Malgré la peur, il y a de la conscience. Malgré la pression, il y a des moments de paix. Cela signifie que le centre est là, le cœur. Et c'est peut-être cela le vrai travail de ce mois. Ne plus chercher la sécurité dans la forme, mais reconnaître le sens au milieu du mouvement. Quand l'extérieur s'embrase, le vrai centre ne s'embrase pas. La vague monte, les, les événements changent, les relations évoluent, le corps traverse leur ajustement, mais le fond ne bouge pas. Ce que nous sommes profondément ne se contracte pas avec la peur. Ce que nous sommes ne disparaît pas avec la forme. Les identités meurent, les rôles se transforment, les cycles s'achèvent, mais ce qui regarde tout cela n'est jamais atteint. Et si nous allons encore plus loin, il n'y a pas réellement de perte, il n'y a pas réellement de séparation. Il y a des formes qui apparaissent et qui se retirent dans un espace qui ne change pas. Et cet espace, nous ne l'avons pas à le créer, il est déjà là. Tout est déjà là, silencieux, stable, présent. Ce qui est frappant dans ces témoignages, c'est que même quand les structures tombent, même quand les repères disparaissent, quelque chose en vous reste conscient. Et c'est cela qui est précieux. Peut-être que Mars ne nous demande rien d'autre que cela. Reconnaître que nous sommes pas le tumulte, nous sommes l'espace dans lequel il apparaît. Et dans cet espace, il n'y a ni guerre, ni manque, ni compression. Il y a cela.
Voilà, voilà, voilà. Moi, je vais quitter sous peu, alors si tu permets, je vais témoigner immédiatement. Tu vas, oui, oui, Ouais, je vais témoigner. Je trouve formidable cette approche-là où tu nommes les commentaires de tous et chacun. Quand oui, ça se passe, moi, je ferme les yeux, oui, puis je reçois vibratoirement le, l'univers de chacun en moi. C'est comme ça que je le ressens, puis je dirais que quand toi, tu témoignes, euh, je ressens tout ton amour et la reconnaissance juste de chacun. Puis si moi, je suis très dans le ressenti, hein, des images ressenties. Puis j'ai plein d'images ressenties qui passent à travers moi. Puis c'est comme si ça ensemençait mon propre terreau et que mon propre terreau s'unissait à chacun qui est présent. Et je trouve ce sentiment d'unité extraordinaire parce que je vis pas ça souvent. Puis je trouve que cette rencontre-là, pour moi, elle permet ça, ce sentiment d'unité-là. Vraiment, je sais, je l'ai dit, mais je trouve ça formidable. Je veux dire merci à tout le monde qui a témoigné parce que moi, j'ai reçu tout le monde puis j'ai trouvé ça beau. merci à toi, Suzanne, de ton témoignage. En fait, tu dis, moi, je sens pas souvent l'unité, mais tu l'es déjà, l'unité. Là, c'est Oui, un peut-être que espace j'ai qui mal s'ouvre. dit, Voilà. mais Mais de ça, cette façon-là, avec les autres, parce que je suis seule, c'est ça que je bah voulais oui, dire. voilà. Donc, mais Ouais. ça ouvre quelque chose de très profond parce que l'unité n'est pas quelque chose de global d'abord. Elle commence en soi. Et c'est ce que tu viens de décrire, en fait. Hein. Euh, si à moi, si en moi il y a séparation, en fait, entre ce que je montre et ce que je ressens, entre ce que je crois devoir être et ce que je suis réellement, en fait, alors l'unité extérieure ne peut pas se stabiliser, en fait. Hein. Donc, Hmm. c'est pour développer sur l'unité. Hein. L'unité collective naît de l'unité intérieure. C'est ce que tu dis, tu vois. Ça naît de l'intérieur. Et peut-être ce que tu touches là, c'est que chacun est appelé à revenir à son propre centre, en fait. Pas à penser l'unité, pas à le revendiquer, mais à l'incarner. Tu vois? Oui, Voilà. Est-ce que c'est tu. juste. Oui, c'est juste. Et voilà, mais c'est juste ce que tu dis. Parce que, euh, parce que si chacun se réaligne en lui-même, le champ collectif change naturellement, en fait. Tu vois? Hein. Mais si je cherche l'unité à l'extérieur, alors que je suis encore fragmentée à l'intérieur, ben, je projette une attente, tu vois. Hein. Ouais. Et l'unité n'est pas l'effacement des différences, c'est la paix au cœur des différences, en fait. Et Mhm. au-delà encore. Hein. Et il n'y a jamais eu de séparation réelle. On n'est pas séparés. Hein. C'est ce que l'on croit. La séparation est perçue et l'unité est fondamentale, en fait. Et dans ce cercle-là, effectivement, on sent bien l'unité. Dans vos témoignages, on le sent bien, mais c'est bien que vous témoignez parce que vous vous en rendez même pas compte, en fait, que vous le vivez. En fait, c'est incroyable. Mhm. En fait, ce que Mais nous. c'est très juste parce que moi, qu'est-ce que tu dis quand je l'ai observé en moi, en le ressentant, je me suis dit, je sentais ce mouvement-là de fluidité dans mon cœur, dans mon corps, d'ouverture à l'autre. Puis je me suis fait la réflexion, mais ce mouvement-là, il peut être permanent, il peut être Il est. entretenu, C'est s'ouvrir. pas il peut, il C'est est ça que je permanent. visite en fait, oui. Ouais. Ouais. Je dois quitter, moi. Je vous remercie tout le monde. Je vous dis à la prochaine. J'ai adoré. Merci Véronique pour ce que tu fais, c'est formidable. Merci à toi, Suzanne, pour ton témoignage. Bye bye Merci tout le beaucoup. monde. Et justement, pour parler de ce que nous appelons retrouver l'unité, est en réalité cesser de croire à la séparation. Hein. Et cela ne se fait pas en groupe. Hein. On peut le faire autrement qu'un groupe. Le groupe aide à porter cette énergie, effectivement, mais cela se fait dans le silence de chacun, en fait. Magnifique, super, bien. Bon, s'il y en a qui veulent causer, sinon on arrête là.
on se pose et puis vous pourrez écouter le replay quand je l'aurai téléchargé. On reste là, tout va bien. On se fait des bisous, on se dit à la prochaine fois. On vous embrasse tous. Bisous, bisous. Ah bah Geneviève, t'as réussi à arriver. En plus, tu Je- m'appelles en plein. J'ai vu le téléphone sonner, mais j'ai dit attends, je suis en train de parler, je ne vais pas lui répondre. Oui, j'ai réussi, mais je t'ai renvoyé un message après. Merci. Le lien, je l'avais mis dans le groupe et je l'ai envoyé lundi par email. Ouais, mais tu sais que des fois, les machines, elles s'amusent avec moi. Bien sûr, Eh mais oui, ouais, je connais très bien les machines. ça Donc leur plaît. voilà. Et je sais pas je t'ai pas vu arriver, je sais pas à quel moment tu es arrivé, mais peu importe, tu auras le replay de toute façon. Oui, oui. Merci beaucoup, en tout cas. Non, c'était super intéressant, les témoignages de Les chacun. témoignages, bon, ok, ben alors c'est à vous de me dire hein, si on recommence le mois prochain. Hein. Alors, ce qui est intéressant et ce que j'ai rajouté là cette fois-ci, en fait, c'est que je me mets carrément à nu, hein, puis de toute façon, c'est l'énergie qui passe et qui est comme ça, hein, de toute façon, et ce que j'ai toujours fait. Euh, je vous parle de l'énergie du mois de mars, parce que n'oubliez pas qu'au début du mois de mars, on a fait les énergies du mois de mars. Et je vous les ai décrits, je vous les ai expliqués, ce qui allait se passer, etc. Donc, c'est génial, parce que là, vos témoignages collent avec ce que je vous ai annoncé en début du mois de mars, en fait. Donc, ce qui prouve bien que les énergies sont en adéquation dans l'unité de ce que nous vivons actuellement et de ce qu'on a reçu en début, tu vois, d'informations. Hein. Donc voilà, vous savez maintenant que ça fonctionne. Ce qu'on reçoit, c'est juste. La vibration, elle est là et ça se fait tout seul. Hein. Voilà. Hein. Donc c'est intéressant de faire ça. Alors peut-être que effectivement pour le mois d'avril, je ferai la même chose. Hein. On va de toute façon, on travaille toujours sur les énergies qui va se passer pour pouvoir anticiper en nous, pour qu'on arrive à stabiliser vraiment ces énergies qui vont nous traverser et qui arrivent. Hein, puisque, alors, justement, il y a une chose aussi très importante. J'ai vu Suzanne, elle a mis sur le groupe la vidéo de Jean-Luc Ayoun, là, qui parle de la fontaine de cristal. Oui, c'est ça, là, ou je ne sais plus en fait. Oui, je crois. Non, ou des énergies qu'on reçoit des fascias. Oui, en fait. Donc, c'est ce que je disais au début, qui n'est pas dans l'enregistrement, c'est que ce que l'on vit actuellement, pour ceux qui ressentent le chakra coronal ou le chakra du cœur, hein, par rapport à la fontaine de cristal, c'est que euh, il y a des changements. Hein. Ce qu'on recevait avant, en fait, hein, au niveau de la fontaine de cristal, qui était avant beaucoup plus une réception qui s'installait, euh, comment dire, un peu plus euh, avec des points beaucoup plus présents, avec quelque chose qui venait nous chercher, nous bousculer. Hein. Et aujourd'hui, ça ne devient pas comme avant, justement, ça, 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 ça se diffuse, on le reçoit, mais de façon beaucoup plus fin, beaucoup plus discret, en fait. Hein. Euh, en fait, comment dire, ça circule avec beaucoup plus de douceur en fait. Hein, c'est ce qui se passe et c'est comme si que quelque chose s'installait, comment dire, naturellement en haut, tu vois, sans chercher à monter, sans chercher à ouvrir. Hein, ça se fait tout seul. Hein, et ce qui se passe beaucoup, c'est euh, il y a une sensation de respiration verticale, une présence au sommet très fine et parfois une fraîcheur ou un léger courant comme ça qui est juste un espace silencieux au-dessus. Hein. Et c'est surtout que quand on reçoit ce phénomène, on peut rejoindre aussi avec les fascias, hein, qui est des points dans les corps, en fait, dans le corps, hein, et des points de conscience dans le corps, et ben, c'est beaucoup plus simple ça fait moins d'efforts, en fait, ça fait moins de volonté, plus de stabilité, en fait. Et donc, euh,
ce qui change en fait par rapport à avant, en fait, dans l'énergie, hein, c'est qu'il y a, on peut passer plus de vibrations en fait, plus que d'énergie. Hein, c'est des montées d'énergie, en fait, des activations. Avant, c'était ça, c'était des montées d'énergie, euh, des activations fortes, des expériences marquantes en fait. Mais maintenant, c'est comme si que ça descendait dans la matière. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens. Hein. Ça descend dans la matière, ça s'intègre dans le corps et ça devient normal, presque banal en fait. Hein. C'est ce que justement tu disais, ce que tu vivais, Daniela. En fait, hein, c'est ça va venir très banal. Hein. Ça jaillit pas forcément. Hein. C'est là, c'est ouvert et c'est disponible en fait, mais sans mouvement visible. Hein. On le ressent à travers le corps. Hein. C'est comme une source déjà ouverte, en fait, qui n'a plus besoin de se montrer, en fait. Et on capte simplement, bah, on peut le ressentir chez les autres, hein, ce que l'on ressent, ça se ressent aussi chez les autres. Hein, c'est quelque chose qui se stabilise collectivement, en fait, au niveau du haut, mais sans bruit, en fait. Il n'y a rien à faire avec ça. Hein, c'est juste le voir, hein, c'est ceux qui peuvent le sentir ou le voir, hein, et reconnaître ce qu'on a vécu euh, avant. Ben, c'était une ouverture et que maintenant, eh ben, pour beaucoup, ça devient une base, en fait. Hein. On n'est plus dans l'ouverture, on est dans ce qu'on reçoit et c'est juste une base. Tu vois, ça se pose, c'est là, ça va rester là, en fait, ça s'ouvre. Hein. C'est, en fait, c'est des points d'expression de conscience dans le corps, c'est des zones où quelque chose se manifeste, se montre. Hein. Donc, il faut surtout pas en avoir peur, hein, bien sûr, hein, parce qu'il y a encore une partie du mental. Et ça, on l'a pu le voir justement dans les témoignages, en fait. Toutes ces peurs, quand c'est bien en place et d'un seul coup, il y a une peur qui arrive, donc c'est bien de la voir. Hein. Euh, en fait, parce que ça fait des interfaces, bien sûr, c'est patient entre l'intérieur et l'extérieur. Et souvent, ça passe par, ça peut passer par plusieurs endroits dans le corps, mais surtout par le visage, les yeux, le front, le sommet du crâne. Hein. Euh, ça, comment dire, ces fascias supérieures, en fait, c'est un point où la conscience sort et où ça rayonne, en fait. On pourrait le voir comme ça rayonne. Hein. C'est la mise à nu, en fait, de ce qui est, tout simplement. Hein. Euh, c'est la disparition des filtres, en fait. Le fait que ça se voit, ça supprime directement, en fait. Quand ça se voit, c'est tout de suite supprimé. Hein. L'intérieur, euh, c'est plus caché et ça prend forme à certains endroits du corps, en fait. Et c'est juste. Hein. Donc, voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce qui se passe et ce qui a été mis sur le groupe par rapport euh, à l'intervention de Jean-Luc Ayoun, qui est très juste. Hein. Et donc, ce que je confirme, et en plus de ça, ce que vous vivez, là actuellement, c'est ce que vous vivez. Hein. Ça passe vraiment à travers vous. Voir. Et voilà. Donc, merci à vous pour votre présence. Et puis, je vous envoie ce replay. Je vous fais des bisous. Et puis, je vous dis à très vite, certainement au début du mois d'avril pour les énergies du mois d'avril. Hein. On verra ce qui se présente à nous en souhaitant que Mars va nous laisser en pleine forme, hein, et dans l'amour, en joie, en bonne humeur, en gratitude, en tout ce qu'on aime. Hein. Alors moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous embrasse avec le Merci, cœur. merci, Et puis à très vite. merci, À très vite. merci. Bisous. Au revoir. Merci à toi, Véro. T'es super. Merci à vous. Au revoir, merci. Merci à tous, au revoir.